Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à notre chaîne. 30 juin 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa détermination à défendre le territoire national et à rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a dit dans son discours des vœux prononcé en marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. On l'écoute. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance,
je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024
devrait être supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Ndjili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo.
Je vous remercie. Voilà. Spécial indépendance sur ce plateau, nous recevons M. Guillaume Modimola. Il est coordonnateur à la cellule de communication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour Guillaume. Bonjour madame. Nous venons de suivre l'adresse du chef de l'État. Que peut-on retenir de ce discours? Merci madame et bonne fête nationale à tous les Congolais, de partout où ils sont, de partout où ils nous suivent. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu encore sur l'âme congolaise, que nous réfléchissions davantage sur ce que l'âme congolaise peut nous donner en matière de toutes les disciplines scientifiques, sportives, administratives, pour que nous soyons dignes d'incarner cette nouvelle RDC. La RDC de la renaissance, de la dignité et de la crédibilité. Voilà, madame. Hormis la situation sécuritaire, le président de la République a également abordé la question liée au social. Votre commentaire? Oui, madame, merci. Le président s'est penché pendant plus de 7 minutes sur le social dans ses discours de près de 12 minutes. C'est-à-dire l'importance qu'il donne au social. Et vous savez, il est lui-même issu de ces grands partis, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'a pas manqué de dire que d'ici la fin 2024, nous devrions atteindre la barre de 3,8% de croissance. C'est-à-dire qu'il y a de grands efforts qui seront faits. Vous savez que le gouvernement n'a tenu que 3 conseils des ministres jusque-là. Donc les réformes sont en train d'arriver pour que nous transformions positivement notre société dans le social, à part la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité. Vous avez vu, il y a quelques jours, le président a inauguré 2 rocades sur la nationale numéro 1 pour qu'il y ait une route de contournement de 63 km. Et ça se fait dans toute la République pour que les gens sachent évacuer leurs produits. Nous sommes en plein dedans dans l'agenda des transformations agricoles. Il faut que le sol se venge du sous-sol. Merci Guillaume Modimola pour votre intervention. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du chef de l'État. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance. Bonne fête, madame. Poursuivons ce journal. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier samedi une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement dans ce propos recueillis par Giscard Koussema.
Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Le ministre de la Défense nationale a été informé de la menace que subit le territoire de Walikale dans le Nord Kivu ces derniers temps par les M23. Le caucus des députés du Nord Kivu est inquiet. Le député national Michel Moto demande au gouvernement d'anticiper. Pour l'élu de Walikale, la RDC ne pourra plus céder une deuxième mine après celle de Rubaya. Images et commentaires. Le territoire de Walikale est menacé ces derniers temps par les groupes armés du M23. Le député national de ces territoires remplis des ressources naturelles, l'honorable Michel Moto, préconise les renforcements de la base militaire de Beroué pour que son territoire ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Une déclaration faite après avoir présenté ses civilités et félicité les nouveaux patrons de la défense nationale. Pour l'élu de Walikale, la RDC ne pourra plus céder une deuxième mine après celle de Rubaya. La chute de Walikale pourrait faciliter la prise en tenaille de Kisangani par l'ennemi. Nous appelons la population à rester vigilante, à garder confiance et à continuer à travailler avec nos forces de défense pour que l'ennemi ne passe pas. Le président du caucus des députés du Nord Kivu a brossé succinctement l'état des lieux de la province du Nord Kivu, notamment son volet sécuritaire qui est inquiétant. Nous avons eu des échanges constructifs et nous avons trouvé un vice-premier ministre déterminé à assainir ce secteur parce qu'il nous a promis d'y mettre de l'ordre. Mais aussi, nous avons échangé autour de la question de nos jeunes patriotes qui sont au front pour défendre leur territoire et nous a promis un accompagnement pour essayer un peu de pacifier cette partie. Chaque député a pu s'exprimer sur les différentes préoccupations, notamment la question de l'encadrement des jeunes patriotes volontaires, la permutation des officiers et le traitement des blessés de guerre et les dépendants des militaires. La situation dans les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru et Masisi ont été évoquées par les élus du peuple. D'autres rencontres sont prévues pour l'évaluation permanente de la situation sécuritaire. 64 ans de l'indépendance, quelques Kinois ont démontré leur patriotisme à travers les achats des objets représentatifs des emblèmes du pays. Un reportage de Peggy Mukunda et Tony Djouma.
Célébration du 64 ans de l'indépendance immortalisée à travers des articles aux couleurs nationales, au nombre desquels t-shirts, un petit drapeau de la République démocratique du Congo et autres objets. Dans ces magasins de Kinshasa, les décors est déjà planté afin d'inciter les patriotes à acheter leurs marchandises de circonstance. 64 ans d'indépendance, ça s'est fait, ça se célèbre parce que nous avons quitté l'époque de l'esclavagisme à la liberté de penser, d'agir et de développer notre pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà, on a des drapeaux déjà pour le célébrer. On a acheté. J'ai acheté ça pour mes gosses. Hein, donc, il y a le sac, dans le sac. Donc, on va pique-niquer. Oui, c'est pour la famille. Ouais, donc, on sera tous en couleur de nos drapeaux, quoi. Donc, de couleur de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. En juin, c'est la fête de l'indépendance. Hein, tout le monde se rappelle un peu, on essaie un peu de rappeler à son souvenir tous les passés. Nos parents nous parlaient comment est-ce que notre pays a accédé à l'indépendance. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Voilà. C'est vraiment un moment de souvenir. Hein. 64 ans de notre pays et j'étais venue acheter le vin pour fêter le dimanche, pour célébrer. En tout cas, je suis tellement contente d'avoir l'indépendance de notre pays, en tout cas. 64 ans, l'indépendance de notre pays, notre beau pays, le Congo démocratique. C'est un événement que je célèbre toujours avec beaucoup de bonheur. C'est vrai, on n'était pas là en 1960, mais il y en a qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui le Congo puisse être indépendant. Pour soutenir notre pays, encourager notre pays, pour la fête de l'indépendance. La fête de l'accession de l'RDC à la souveraineté nationale et internationale, une belle opportunité pour le commerce. Là, madame, comme tous nous le savons, 64 ans de l'indépendance de notre cher et beau pays, la RDC, ça s'est fait. Nous sommes déjà dans un climat festif, ensemble avec nos clients, nos portes sont ouvertes afin d'accueillir nos clients en masse. À travers cet engouement de la population, nous pouvons dire que la date du 30 juin demeure vivante dans le cœur congolais, comme celle de sa libération du joug colonial belge et celle de sa prise en main de sa propre destinée. Le nonce apostolique Lescovar et le nouvel ambassadeur de Tchad ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a aussi reçu au cours de la semaine une forte délégation composée de la nouvelle équipe dirigeante de la Senko, du cardinal Fridolin Ambongo et des archevêques des provinces ecclésiastiques. En début de semaine, le président de la République a effectué une visite d'État à Djamena, au Tchad. Pierre Kibambe Somoïsa, reportage. Vivement attendu dans la capitale de la République du Tchad, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur de la CEAC, dans les processus de transition dans ces pays, est arrivé lundi soir en Djamena où il a été élevé dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel lors d'un dîner offert en son honneur par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Cette décoration s'avère le plus haut rang dans l'échelle des distinctions honorifiques du Tchad. Le président Déby a remercié le président Tshisekedi de son action de facilitateur du processus de transition qui a abouti à l'organisation pacifique des élections libres et démocratiques dans le pays. Aux problèmes africains, des solutions africaines. En Djamena, le chef de l'État a été aussi convié à inaugurer une artère principale de la ville. Il s'agit de l'avenue rebaptisée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette artère traverse le 2e arrondissement de N'Djamena, un quartier résidentiel de la capitale, un cadeau du peuple tchadien pour l'implication du président Tshisekedi dans la résolution pacifique de la crise au Tchad. La visite d'État du président de la République au Tchad s'est terminée par la signature de 3 accords de coopération à l'issue du tête-à-tête avec son homologue tchadien. Le Tchad et la RDC ont signé un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un accord pour des consultations diplomatiques régulières. À Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus ont été reçus par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Une occasion pour eux de présenter des civilités au chef de l'État et de recevoir ses orientations concernant la gestion de leurs entités respectives. Le président de la République veut voir des gouverneurs qui répondent à sa vision. Il veut des gouverneurs qui sont sur le terrain et non dans des bureaux, a indiqué en substance le porte-parole de la délégation, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, au sortir de cette rencontre. Au chapitre de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance du nonce apostolique et du nouvel ambassadeur de Zimbabwe, reçu le premier par le chef de l'État, Monseigneur Mitja Leskovar, nonce apostolique et des nationalités slovènes, docteur en droit au service diplomatique du Saint-Siège. Monseigneur Leskovar a été nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril 2024. Il remplace à ce poste Monseigneur Ettore Balestrero. Le diplomate David Singauke a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Zimbabwe en RDC. Général à la retraite, il a gravi les échelons de l'armée du Zimbabwe jusqu'au rang de chef d'état-major général. Il revient à RDC, pays qu'il connaît pour avoir été au front Est en Bushmaï et à Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants. Monseigneur Fulgence Muteba a été élu président de la SENCO. Il travaillera avec Monseigneur Étienne Ongeyo-Hon, premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nadongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la SENCO a constitué une forte délégation composée notamment du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques pour présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo et échanger avec le Père de la Nation sur la situation du pays. Dans une parfaite harmonie, au cours des échanges de plus de 2 heures, la nouvelle équipe de la SENCO a rassuré le président de la République de son ouverture. Elle travaillera avec le chef de l'État pour le bien de la population, a renchéri Monseigneur Cholet, le secrétaire général de la SENCO. L'usine du traitement d'eau de Maluku est à l'arrêt suite au vol répétitif des câbles électriques par les inciviques. Et puis, les finalistes des secondaires ont pris part à la session ordinaire de l'examen d'État dans l'ensemble du pays. Aussi, la rédaction française de la RTNC a perdu un grand journaliste. Il s'agit de Raymond Marilelo qui a été conduit à sa dernière demeure. Les détails dans cette sélection de Peggy Mukunda et Tony Djouma. Près d'1 million de candidats finalistes du secondaire ont pris part à la session ordinaire de l'examen d'État dans l'ensemble du pays. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a lancé cette session au lycée Chaoumba. Encourager ces finalistes pour être éligibles au programme Excellencia, bourse d'études de sa fondation, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi était au centre groupe scolaire Moamba dans la commune de Limba pour motiver les élèves. Des engagements de la MONUSCO, la base de Kavumu, dans le sud Kivu, vient d'être remis officiellement par le gouvernement congolais en présence de la première ministre Judith Suminwa. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO soutient le programme d'action du gouvernement Suminwa, après avoir reçu les assurances de cette dernière. Les problèmes liés à la desserte en eau potable et électricité en République démocratique du Congo, les staffs dirigeants de la SNEL et de la Régie des eaux étaient face au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Wamba, pour trouver les voies et moyens pour l'amélioration de ces denrées vitales. En outre, l'usine de traitement d'eau de Maluku est à l'arrêt suite au vol répétitif des câbles électriques par les inciviques. Plus de 500 femmes viennent d'être sensibilisées à une auto-prise en charge par la ministre du Genre, Léonie Kandolo. C'était à l'occasion de la Journée internationale de veuves et des orphelins célébrée le 23 juin de chaque année.
Célébrer le 24 juin de chaque année, la journée du poisson demeure un cadre de réflexion pour valoriser les productions locales. Nos reporters se sont intéressés à la production locale de poissons. La rédaction du journal télévisé vous a également proposé un focus sur l'état d'insalubrité de la ville-province de Kinshasa, où des ordures ont élu domicile et la population vit dans des conditions difficiles. Par ailleurs, l'Office de voirie et drainage vient de réfectionner une nouvelle drague pour broyer les déchets et tirer les eaux usées dans les rivières et collecteurs à travers la capitale. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri, le gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama a atteint les caps de 25 km de route réhabilités sur les 37 attendus. Terminons par cette cérémonie d'inhumation de notre confrère journaliste cadre à la RTNC, Raymond Marileno, qui a été conduit à sa dernière demeure. Dans ce dossier, notre consoeur Fifi Mukundi nous présente quelques sites historiques collés à l'histoire de l'indépendance de la RDC. Nous citons la place du 4 janvier, l'IMK, le quartier Fokobel appelé Kimbangu ainsi que le palais de la Nation. Suivez. Il y a 64 ans, la grande salle du Palais de la Nation servait de cadre à la cérémonie de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après les 3 discours prononcés pour la circonstance, un document historique fut signé pour boucler la boucle. Il s'agit de l'acte de l'indépendance. Les gouvernements belges et congolais vont ainsi conclure la déclaration conjointe acte de naissance du Congo scellé sur une feuille de papier ordinaire de dimension A4 et non dans un livre d'or, contrairement à ce que certains Congolais croient. Du côté belge se trouvait le Premier ministre Gaston Esquins et le ministre des Affaires étrangères Pierre Winnie, tandis que du côté congolais, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba et son ministre des Affaires étrangères Justin-Marie Bomboko a posé leur signature au bas de ces documents qui mettaient fin à 80 ans de règne de la Belgique au Congo. Le discours du roi Baudouin a été bien passé. Kasavubu mêmement. Mais quand Lumumba a pris son discours, quelle ambiance! Jusqu'à un petit geste seulement que j'avais vu, grattant sur le couche de Kasavubu. Suivez ton type ce qu'il est en train de dire. Mais nous suivons, il y avait les écrans géants. Même nous étions tous contents. On revenait à pied, on chantait, vive le Congo, vive l'indépendance. Mais plus d'une année avant cet événement, un certain 4 janvier 1959, à proximité du siège de l'Union chrétienne de jeunes gens IMCA, des émeutes éclatées. Joseph Kasavubu, président du parti politique ABACO, Alliance des Bas-Congo, devait s'adresser à ses militants à l'IMCA. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Bako, on se trouvait de ce côté-là. Quand Kasavubu a pris la parole, ici où je suis, après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus, nous, jeunesse à Bako, accompagné le président pour lui déposer chez lui à domicile. On arrive là-bas, son épouse étant colérique, il nous jeta de l'eau. Vous vous entraînez, mon mari, n'est pas dans le sort de votre politique. Tu vois comment aujourd'hui, toutes les filles de Kinshasa incendient des problèmes. C'est lui qui est responsable. Non loin de là, au stade Tata Raphaël de la Quetule de Riov, les équipes de Mikado et Vita Club se disputaient en match, finalement remporté par Mikado. Les militants de l'Abaco revenaient de leur meeting avorté, mêlés aux supporters de V-Club, mécontents de l'arbitrage, s'attaquent aux forces de l'ordre et la manifestation se transforme spontanément à une revendication politique. Le siège de l'IMICA sera rebaptisé place du 4 janvier en souvenir des événements qui ont été récupérés par les Quinois et en particulier par les habitants du quartier commercial de Portugais Fokobel, transformé en théâtre de pillage. Alors cette maison-là dont nous parlons, qui était en couleur blanche, s'est transformée en couleur bleue. Or que c'est toujours la même maison. Blanche Pinto, c'est la maison qui a tué beaucoup de Congolais la nuit de dimanche là. Que le lundi même matin, nous étions ici pour voir des corps des gens qu'on a tués.
Mais les Blancs se trouvaient au plafond. Quand on a saisi qu'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens, vraiment on l'avait mis en morceaux. Aujourd'hui, le symbolique palais de la nation est devenu le siège de l'institution président de la République. L'IMICA, lui, a gardé son statut de centre d'encadrement et récréatif pour des jeunes. Le centre commercial Fokobel est devenu un quartier résidentiel Kimbangu, du nom du prophète Simon Kimbangu. Autopsie du secteur de l'urbanisme après l'indépendance, 64 ans après, les grandes villes de la RDC s'agrandissent davantage. Brunel Guibal, expert en art des bâtir, préconise le respect des normes dans la construction de la RDC, un dossier de Bobette et Ngamalumbela et Bijou Kipolo. Depuis l'indépendance, les grandes villes de la RDC subissent des mutations. Brunel Guibal, expert en art de bâtir, rappelle la métamorphose subie par les villes de la République. Aujourd'hui, on fait des lotissements en désordre. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'évacuation d'eau, pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité. Tout ça, c'est une évolution négative parce que la ville est en train de s'étendre à l'est sans infrastructure de base, sans accompagnement, même une politique des infrastructures, une politique d'urbanisme, une politique d'habitat. Et les plus grands problèmes aussi, ce sont les normes. Nous continuons à utiliser les normes ISO, ce sont des normes occidentales. Mais est-ce que nous devons rester avec ces normes-là? Nous dépendons encore de l'Occident de beaucoup de choses. De tout ce qui précède, quelques pistes de solutions sont envisageables. Je pense que nous, les techniciens, nous devons faire des états généraux pour qu'on réfléchisse, chercher une architecture, un urbanisme, les codes d'urbanisme congolais. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas une architecture congolaise qui s'est dessinée, mais nous devons tendre à cela. Alors, parler des infrastructures, c'est en général, mais il faudrait voir aussi l'état de route. L'état de route dans la ville de Kinshasa, je pense qu'il est temps qu'on repense la ville de Kinshasa. 64 ans après, moi je crois qu'il faudrait s'arrêter à un moment donné, réfléchir avec tout le corps de bâtir. Alors réfléchir sincèrement à profond, pas avec des commerçants, des gens qui veulent à tout prix faire leur commerce, gagner l'argent et partir, mais des scientifiques au vrai sens du mot. Vous savez, nous avons les infrastructures, nous avons l'architecture, nous avons l'urbanisme, mais nous avons la métrologie qu'on néglige. Il faudrait qu'on garde certains patrimoines, certains vestiges, parce qu'il y a le petit temple ici, par exemple, où Stalin était arrivé, qui se trouve ici à côté. Oui, mais ce sont des choses à bien protéger. Et ça peut nous faire un tourisme. On veut moderniser, ok, il y a assez de terrain, on peut construire, mais là on rénove comme c'était. Et ça fait partie des patrimoines. Donc il faudrait qu'à un certain moment, qu'on ne puisse pas trop sortir de ce qui existe déjà, mais qu'on puisse améliorer et surtout revenir aux matériaux locaux et trouver une architecture, les normes urbanistiques congolais. Il y a aussi la volonté politique qui doit accompagner ce que je suis en train de dire. Vous savez, on peut faire les états généraux si la volonté politique n'y est pas. Si le ministre de l'urbanisme ne suit pas, les ministres des infrastructures ne suivent pas. Ce n'est pas le chef de l'État qui va jouer ça. Mais je veux parler quand même de la vision du chef de l'État par rapport aux infrastructures. Dans la ville de Kinshasa, on peut dire qu'il y a eu une grande évolution depuis qu'il est là. Les enfants de Lemba, ils n'ont plus vu les goudrons. Maintenant, vous avez presque toutes les grandes avenues de Lemba qui sont asphaltées. À Kanlouka, il y a des enfants qui n'ont jamais vu de voitures passer. Mais vous avez une route qui traverse Kanlouka. À Kimwala, la même chose, une route qui traverse. Donc, quelque part, il y a la vision du chef qui est en train de percer pour évoluer sur les infrastructures, mais comment s'exécuter? 64 ans après, face à la transformation de l'habitat, il est impérieux de repenser nos villes pour offrir aux Congolais un espace où il fait beau vivre.
Les élus provinciaux du Lualaba s'en vont en vacances parlementaires. C'est à l'issue de 3 mois de travaux au cours de la session ordinaire de mars 2024. Dans son discours de clôture, le président Jean-Marie Kasseya a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de relever quelques points ayant caractérisé la dite session. Blaireau, Kajam et Gaël Ndaïsine, ces reportages. Un discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024, simple, souple et concis. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, y a ainsi relevé des points allant dans le sens de faire avancer les choses après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions. C'est aussi pour moi l'occasion ici de rendre un hommage vibrant et mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et artisan de la paix, qui ne se lasse jamais dans la recherche et la consolidation de la paix et de la tranquillité de notre pays afin de matérialiser sa vision. Le speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba a ensuite salué l'engagement responsable des élus provinciaux dans le choix des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que sénateurs. Ceci augure une bonne collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, comme ce fut le cas avec le gouvernement provincial sortant. Concernant l'actualité, Jean-Marie Kasseya a évoqué l'avènement de la toute première femme à la primature en République démocratique du Congo, Madame Judith Soumimwa. Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, ici représentée. La session de mars 2024 a connu diverses actualités nationales, parmi lesquelles la nomination de la première ministre, Madame Judith Soumimwa et l'investiture de son gouvernement, dont les discours ont mis l'accent sur les mécanismes de collaboration avec les parlements. Les travaux exécutés à l'Assemblée provinciale du Lualaba n'ont pas échappé à ce discours magistral. C'est notamment la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires avant qui ne souhaitent une heureuse fête de l'indépendance à tous. Fin de ce journal de Fifi Mukundi et Yolande Voka. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Bonne fête de l'indépendance à tous.